Bonsoir, on vient de commencer. Bienvenue. Maintenant, on attend quelques minutes pour voir arriver le public. Encore quelques minutes. Bon, quelques minutes. Une ou deux. Et on va commencer bientôt. Bon, je pense que on peut partir. Bienvenue à tout le monde et merci d'être avec nous cette soirée. C'est une contribution de l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, à la Fête de la Science. Nous avons avec nous Jacqueline Boutan, directrice de recherche CNRS dans le laboratoire L'Océan, et Cédric Côté, maître de conférence au Muséum d'Histoire naturelle. On ne les voit pas, mais ils sont là pour nous aider techniquement et ils ont organisé la soirée. Marie Pinas et Isabelle Genot, les responsables de la communication IPSL, et moi-même, chercheur CNRS au l'Océan. Donc, cette soirée, on va regarder l'océan de très haut en utilisant les satellites comme instrument d'observation principal, et on va voir quelques exemples sur la physique de l'océan et l'interaction entre la physique et la biologie. On va organiser la soirée, ça va durer plus ou moins 45 minutes, une heure. Dans la façon suivante, on commencera avec 10 minutes de présentation par Cédric Côté, et on regardera des aspects plutôt de physique et de biologie ensemble. Et après, on descendra un peu plus dans les détails de la physique de l'océan avec Jacqueline Boutan. Vous pouvez préparer des questions. Il y a un bouton que vous avez, je crois, sur la droite avec questions. Et là, vous pouvez nous envoyer vos questions qu'après, on va discuter ensuite. Ça serait une sorte de table ronde où vous pouvez aussi intervenir. Donc, je propose de commencer avec Cédric Côté sur les mystères de l'océan et de sa biologie. Alors, à toi, Cédric. Ok. Hop. Alors. J'ajoute juste qu'en cas de problème technique, n'hésitez pas aussi d'écrire quelques questions. C'est une période où on est en train d'essayer de méthodes sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, ou de l'impossibilité de faire les choses en présentiel. Et s'il y a des problèmes techniques, on essaiera de les résoudre en temps réel. Ok, désolé, Cédric. Ok, bon, pas de problème. Donc pour commencer, je suis bien content de participer à cette fête de la science à distance. Ça n'a pas le même charme qu'en présentiel et avec le contact direct, mais bon, on va y faire ce qu'il faut pour que ce soit quand même assez sympa.
Donc pour commencer, là, je vais vous parler de la vie marine. Alors le grand titre de cette session ce soir, c'est un océan en mouvement vu du ciel. Et moi, je vais vous parler de la vie marine en mouvement vu du ciel. L'idée étant de faire comprendre un petit peu l'aspect dynamique des océans, bien plus dynamique que ce qu'on connaît sur le milieu terrestre. Alors d'abord, je vais commencer par les organismes, les petits organismes, donc le phytoplancton, qui sont les plantes de la mer, en fait, hein, les arbres qu'on connaît nous, l'herbe, et dans les océans, c'est ce qu'on appelle le phytoplancton. Et ce sont des petits organismes qui sont transportés passivement et qui donc sont vraiment à la merci, qui ont une distribution qui est complètement sous l'influence des courants. Et ce que vous pouvez voir en arrière-plan de cette diapo, c'est une image de la couleur de l'eau qui vous donne justement une idée de la distribution de ce phytoplancton, avec énormément de turbulences et de filaments, de fronts, avec différents types de couleurs qu'on obtient par l'imagerie satellite. Donc, alors bon, là, il devait y avoir une animation montrant un peu le cycle dans l'année des niveaux de ce phytoplancton dans la mer, et qui devait montrer un petit peu l'évolution saisonnière, de la même façon qu'on a des floraisons printanières, et ben on a la même chose dans les océans, et ça c'est quelque chose dont on s'est rendu énormément compte grâce aux images satellites qui ont été obtenues principalement depuis l'année 98. Donc maintenant on a plus de 20 ans maintenant de recul sur ces données. Et en appliquant ce qu'on appelle des algorithmes d'identification donc de ces organismes de phytoplancton, on arrive à connaître les grands groupes en fait qui constituent ce phytoplancton. Donc pas seulement en niveau de phytoplancton, en quantité de phytoplancton, mais aussi quelles sont les espèces présentes sur l'ensemble du globe. Et ça, on peut le regarder à plusieurs échelles, donc à l'échelle globale, comme je vous l'ai dit, mais aussi on peut zoomer, comme ici par exemple au large de la Patagonie. Et donc on voit un peu comment se produit cette dynamique marine. Donc d'abord avec cette quantité de phytoplancton, mais aussi vous voyez avec les couleurs qui représentent des espèces, des communautés phytoplanctoniques. Et grâce aux données qu'on a sur la circulation des océans, qu'on voit ici avec des traits noirs, on arrive à bien comprendre comment la circulation océanique vient complètement structurer, conditionner en fait la distribution de ces grands groupes de phytoplancton dans les océans. Alors ça, c'était pour les petits organismes, les tout petits, hein, que vous pouvez voir ici, donc ce qui s'appelle le phytoplancton. Mais on regarde aussi ce qui se passe au niveau des plus grands organismes, ce qu'on appelle les prédateurs marins supérieurs, qui sont en bout de chaîne alimentaire et dont l'intérêt en fait est d'être des bio-indicateurs, donc des marqueurs en fait de ce qui se passe dans les océans, puisqu'ils sont en bout de chaîne alimentaire, et donc ils vont intégrer tout ce qui se passe sur les processus physiques et également les processus biologiques. Donc ils sont extrêmement importants à étudier. Et depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, oui, même un peu plus que ça, depuis le début des années 90, il y a ce qu'on appelle le biologging qui a été mis en place, donc qui est le principe de poser des instruments sur les animaux, et en particulier la première information qu'on va chercher en posant ces instruments sur les animaux, c'est de suivre l'animal dans l'espace. Et donc ça c'est ce qu'on appelle des balises satellites qui sont posées sur les animaux, et bien sûr comme vous pouvez le voir, chaque balise est adaptée à l'animal concerné. Donc on ne va pas poser une balise énorme sur une langouste de la même taille que sur un éléphant de mer ou une tortue par exemple. Et donc comment ça marche cette technologie de suivi des prédateurs par les satellites? Eh ben, c'est ce qu'on voit ici, donc avec un animal qui est équipé, ici un dauphin par exemple, qui est équipé d'un émetteur qui va transmettre la position et d'autres informations, mais
en numéro 1, c'est la position au satellite. Satellite, donc il va transmettre cette position à une station de réception qui va elle-même transmettre toutes ces informations à un centre de traitement des données et ensuite qui va permettre de mettre à disposition ces données aux différents utilisateurs. Et donc voilà ce qu'on peut avoir comme type d'information. Donc là, vous avez une image une carte du Pacifique et grâce à ces balises, on a pu mettre en place des grands programmes de suivi en mer des prédateurs pour connaître un petit peu l'utilisation de ce qu'on appelle l'habitat, c'est-à-dire où les animaux vont se nourrir, vont se déplacer, vont se reproduire en mer, et essayer de comprendre un petit peu comment chaque prédateur utilise son environnement et permettre de suivre comme ça. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir ici avec tous les suivis satellites qui ont été obtenus dans le programme qui s'appelle TOP, qui est un gros programme américain qui a eu lieu il y a maintenant une quinzaine d'années, on va dire, et qui a permis d'identifier un peu les zones les plus importantes pour les prédateurs dans l'ensemble de la zone Pacifique. Et vous pouvez voir avec les petits panneaux en bas comment chaque type de prédateur utilise différemment son habitat, donc l'océan, pour les divers moments de son cycle de vie. Donc là, vous pouvez voir par exemple pour les poissons, les phoques, les requins, les oiseaux, les tortues et les baleines. Et on voit que ça peut être très très différent les uns des autres. Donc en termes d'exemple, je vous ai montré ici un travail qu'on a fait au laboratoire avec Francesco et d'autres personnes sur les baleines de Méditerranée, puisque oui, il y a des baleines en Méditerranée, ce qu'on appelle des rorquals communs, qui est la deuxième plus grande baleine au monde, qui fait à peu près une vingtaine de mètres. Et on a pu poser des balises satellites sur ces animaux. Et grâce à ça, on a pu suivre ces animaux au cours de quasiment un an et donc suivre un peu son cycle saisonnier. Et donc, on a pu montrer que ces animaux restaient principalement à large échelle dans le nord de la Méditerranée ouest, donc au large en fait des côtes françaises, là où a lieu une espèce de circulation en gire, donc où se retrouvent ces rorquals communs. Ensuite, on a regardé à plus fine échelle et on voit que la circulation est importante puisque on retrouvait principalement ces baleines sur le bord des tourbillons qui étaient identifiés ici par les cercles, le centre étant les points. Et puis encore, quand on a affiné les choses au niveau spatial à plus fine échelle, on a regardé ce qui se passait au niveau des fronts de petite échelle associés aux tourbillons, et on a vu que ces fronts étaient extrêmement importants et que les baleines étaient très associées à ces fronts. Donc voilà, grâce à la technologie doublement acquise d'une part par les satellites donnant de l'information sur le contexte océanographique et sur le comportement des animaux, on arrive comme ça à mieux comprendre l'écologie et un peu quel est l'habitat en mer de ces grands prédateurs. Et je passe à notre star du jour, qui est un animal qu'on étudie énormément au laboratoire et qui est de façon générale un très bon modèle d'étude, puisque c'est l'éléphant de mer, comme vous avez pu le reconnaître, possède énormément d'avantages en fait pour étudier le comportement et poser des balises qui permettent d'apporter beaucoup d'informations, puisque c'est un animal qui est assez gros, assez large, donc peu sensible à la pose d'appareils, même si on fait toujours attention, encore une fois, à ce que l'appareil soit adapté à la biologie de l'animal. Et ces balises elles vont donner énormément d'informations, donc la localisation, mais aussi des données de température, de salinité, qui fait que c'est des animaux qui vont aider en plus à obtenir de l'information sur leur environnement. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des animaux qui sont assez cool. Hein. Donc là, vous voyez un espace de travail à Kerguelen, des cabanes donc, qui sont qui sont placées à proximité des colonies et qui nous permet d'avoir accès aux animaux. Et grâce à ça, donc, on peut assez facilement avoir accès aux animaux et puis ensuite essayer de poser des balises sur ces éléphants de mer. Alors bon, ils sont pas toujours, il y en
y en a qui n'ont pas spécialement envie de participer à l'aventure et d'avoir une valise sur le dos ou sur la tête, mais globalement, c'est des animaux qui sont assez sympas et qui nous aident bien dans nos travaux. Et le but donc de ces balises et d'essayer de comprendre un peu la biologie en mer des éléphants de mer, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, on a des zones qui sont très productives autour de Kerguelen et en particulier à l'est de Kerguelen. Donc on appelle un panache de production biologique. Et ça, c'est la forme de ce panache et son intensité, elle est énormément reliée à l'activité marine, donc à la circulation et à plusieurs échelles. Donc vous voyez que ça peut être très turbulent avec des tourbillons, avec des filaments, etc. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ces animaux vont utiliser leur environnement. Et là, vous pouvez voir sur cette carte que, par exemple, à disposition de ces animaux autour de Kerguelen, il y a énormément d'activités tourbillonnaires avec une foultitude de tourbillons de différentes sortes. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ces animaux vont se nourrir dans cet environnement qui est extrêmement dynamique, avec énormément de tourbillons, et comment ils vont choisir les bonnes structures, les bons tourbillons pour se nourrir de façon efficace. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer une petite animation, en espérant que ça marche bien. Qui vous montre, qui va illustrer un petit peu cela. Alors, voilà, vous avez un éléphant de mer au départ de Kerguelen, un jeune éléphant de mer, qui va donc partir de Kerguelen, j'espère que c'est assez visible, et qui va partir donc à l'est de Kerguelen dans la zone productive, comme je vous disais, mais il ne part pas n'importe comment et n'importe quel sens. Là, on voit très bien qu'il va suivre ces tourbillons, il va même faire le tour de certains tourbillons, et il va complètement être conditionné par cette activité des tourbillons. Alors la question, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'il a un comportement actif par rapport à ces tourbillons? Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'il se laisse dériver, puisque c'est un jeune et qu'il a peu d'expérience dans cette dynamique marine et qui va acquérir son expérience de connaître un petit peu son environnement et où trouver ses proies de façon efficace. Donc voilà, donc ça c'est toutes ces questions qu'on essaye de répondre en utilisant les satellites, comme vous l'avez vu, à la fois pour la partie océanographique et aussi pour la partie biologique. Et j'en finis là. Bien, merci beaucoup, Cédric. On regarde maintenant un peu plus en détail ces structures tourbillonnaires qui sont visitées par les éléphants de mer et plus en général la circulation océanique. Et on va le faire à travers les yeux d'un satellite qui regarde la salinité, la concentration de sel dans l'eau de mer avec Jacqueline Boutin. Et je vous rappelle que la séance est enregistrée. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous. J'aurais préféré être en présentiel et on va essayer de faire différemment et de vous faire partager un peu notre passion. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le en mouvement tel que vu avec l'observation de la salinité à la surface de la mer. Et en fait, c'est un sujet qui est assez... Oh, pardon, excusez-moi. En fait, on observe la salinité par satellite depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai été impliquée dès le début de la conception de la mission satellitaire SMOS, Soil Moisture and Ocean Salinity. Et SMOS, c'est une mission satellitaire qui a été lancée en fin 2009 et qui vole toujours.
Donc c'est fantastique, parce que ça nous fournit des mesures sur l'océan global de la salinité depuis plus d'une décade. Alors ici, j'en profite pour vous montrer un petit peu une vue un peu globale de la salinité vue par ce satellite. Et puis, pour le besoin de cette illustration, on avait combiné les mesures du satellite SMOS avec les mesures du satellite Aquarius en 2012 et puis avec les mesures du satellite SMAP en 2017. Et ça vous donne déjà un petit peu un aperçu de la variation de la salinité à la surface de la mer. Comme l'a dit Francesco, qu'on mesure, c'est la concentration de sel dans l'eau. Donc, on mesure des grammes par kilo, des grammes de sel par kilo d'eau de mer. Et par exemple, là, sur ces cartes, on montre la salinité sur une échelle qui va de 32 grammes par kilo à 38 grammes par kilo. Alors, bien sûr, vous savez tous que l'eau est salée, mais peut-être avez-vous aussi remarqué que quand l'eau de mer de la Méditerranée n'a pas tout à fait le même goût que l'eau de mer de la Manche ou de l'océan Atlantique, parce qu'en fait, en particulier, elle a une salinité très différente. Si vous regardez dans le petit coin à droite, là, si vous pouvez voir ma flèche, dans la mer Méditerranée, la salinité est de l'ordre de 38 grammes par kilo, alors que dans l'océan Atlantique ou dans la Manche, elle est en dessous de 35. Mais plus généralement, on voit quand même des gros contrastes sur l'océan qui sont reliés, comme je vais un petit peu plus expliquer, à l'évaporation de l'eau dans les eaux très chaudes et aux arrivées d'eau douce, soit par les rivières, soit par la pluie. Donc, pour aller un petit peu plus en détail, en fait, on mesure la salinité pour deux principales raisons. D'abord parce que la salinité est un bon traceur océanique, de la circulation océanique, et c'est aussi un bon traceur des échanges air mer. Et ça, la salinité agit vraiment comme très fortement sur la densité, et parce que la densité de l'eau de mer est contrôlée à la fois par la température et la salinité. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les eaux froides, un changement de salinité de 0,1 g par kilo est équivalent en densité à un changement de température de 1 degré. Dans les eaux chaudes, un changement de salinité de 0,4 g par kilo est équivalent à un changement de température de 1 degré. Donc, vous voyez, on est quand même très sensible sur l'océan à la salinité, et c'est cette densité qui va contrôler en grande partie la circulation des masses d'eau. Et puis, parce que cette salinité a une influence sur la densité de l'eau de mer et qu'en surface, on a parfois des arrivées d'eau douce, dans les régions qui reçoivent beaucoup d'eau douce, soit à cause de la pluie, soit à cause des décharges de rivières, on peut avoir la formation de pics dessalés qui se forment à la surface de l'océan et qui vont isoler le reste de l'océan de l'atmosphère. Et tous les échanges entre l'océan et l'atmosphère vont se concentrer sur cette fine couche. Et du coup, le volume d'eau en contact avec l'atmosphère va être réduit et va réagir beaucoup plus vite aux échanges avec l'océan et l'atmosphère. Et on soupçonne très très fortement, enfin on a des indices, on pense que ces fines couches peuvent intensifier les échanges océan-atmosphère et par exemple augmenter l'intensité des cyclones, parce que les cyclones se développent dans des zones qui sont particulièrement chaudes, et dans le cas où on a une couche de surface très fine, l'eau de surface peut se réchauffer beaucoup plus, c'est évaporer beaucoup plus, et du coup, on peut avoir une intensification de la vapeur d'eau dans l'atmosphère.
L'autre raison pour laquelle on est intéressé à mesurer la salinité, c'est que la salinité est un facteur des flux d'eau douce et qui sont entraînés par la circulation océanique. Donc ici, je vous ai mis quelques chiffres pour vous insister sur le fait que quand on parle de cycle de l'eau, bien sûr, nous, on est sur Terre, alors on pense au cycle de l'eau sur Terre, on pense aux nuages, aux rivières, aux inondations sur Terre, mais en réalité, il y a plus des 3/4 des précipitations qui se passent sur la mer. Hein, on estime environ qu'il y a 78% des précipitations qui se passent sur l'océan. Et on estime aussi qu'il y a 86% des phénomènes d'évaporation qui se passent au-dessus de l'océan. Donc la plupart, et énormément de nuages qui sont formés au-dessus de l'océan et qui ensuite, bien sûr, peuvent être transportés sur Terre. Donc si on veut comprendre vraiment le cycle de l'eau à l'échelle globale, et si on veut comprendre ce qui se passe sur Terre, on a besoin de bien comprendre ce qui se passe sur l'océan. Et bien sûr, les eaux qui sont apportées dans les océans, comme par les rivières ou par les précipitations, ensuite vont être transportées et mélangées par la circulation océanique. Donc pour en revenir à la carte que je vous montrais, aux cartes que je vous montrais tout à l'heure, ce que l'on voit bien sur ces cartes, c'est l'arrivée d'eau douce par les panaches de fleuves. Hein, on voit bien l'arrivée d'eau douce par l'Amazone. Et cette eau douce, on la voit arriver et puis on la voit aussi être transportée par la circulation océanique et faire des méandres dans l'océan en lien avec la circulation océanique. On peut voir que cette circulation océanique, elle varie au cours du temps. Par exemple, ici, à droite, c'est une carte qui a été réalisée pour la période août-septembre 2017, à gauche pour la période août-septembre 2012, et vous pouvez voir que le panache de l'Amazone est sensiblement différent. Si maintenant on regarde ce qui se passe un petit peu plus au nord, là, dans les régions rouges, ce sont des régions très évaporatives dans les subtropiques, des régions très très chaudes, mais vous pouvez voir que la salinité n'est pas homogène, elle est certes très élevée, mais en plus vous pouvez voir se dessiner des sortes de filaments, hein, ce que l'on appelle la grande mésoéchelle, et donc tout ceci, c'est en mouvement. Alors, pour vous montrer ça de façon un petit peu plus dynamique, je vous montre ici un film qu'on a réalisé pour les 10 ans de SMOS. Donc SMOS veut dire Soil Moisture and Ocean Salinity. Et donc sur ces cartes, ce que vous pouvez voir, c'est l'humidité des sols sur les terres et la salinité à la surface de la mer sur les océans. Donc on reconnaît assez vite les zones où il pleut beaucoup, par exemple au nord de l'Australie, là, et puis dans la baie du Bengale, on voit des eaux très très dessalées. Et puis vous pourrez regarder par la suite, on voit ces eaux dessalées, des petits tourbillons qui s'échappent. Bon, là, vous voyez à nouveau les eaux de l'Amazone qui se déplacent. Dans le Pacifique Est, on voit aussi des eaux très dessalées, et puis parfois, on les voit s'échapper vers le sud. Donc, on va regarder, maintenant, on va un peu plus calmement tout ça. Donc, à nouveau, vous pouvez regarder la baie du Bengale ici, et hop, vous voyez ces petits tourbillons d'eau dessalée qui s'échappent vers l'ouest. Ici, on voit très bien les panaches du Congo, du Niger, à nouveau le panache de l'Amazone. Et puis là, dans l'est du Pacifique, ces eaux très dessalées qui parfois s'échappent vers le sud. Hop, vous avez vu peut-être ces eaux très dessalées qui s'échappent, qui se propagent en surface, puis qui disparaissent à un moment donné parce qu'il y a du mélange dans l'océan. Et donc, au bout d'un certain temps, ces eaux vont disparaître de la surface océanique et puis être emportées en profondeur et passer un long moment.
dans les abysses de l'océan. Donc voilà, j'ai fini un très bref aperçu de ce que l'on peut voir avec les mesures satellitaires de ce satellite SMOS. Bon, je serais ravie de vous en dire plus. Des questions. Merci Jacqueline et Cédric. Et donc maintenant, on a encore une vingtaine de minutes pour des questions. N'hésitez pas à utiliser la chat. Il y a une partie avec questions où vous pouvez écrire du texte ou sinon peut-être à signaler que vous voulez prendre la parole et on peut vous passer aussi la parole. Moi, je regarde les questions et j'essaie de les résumer. Je commence avec une question pour Cédric Côté. À propos est-ce qu'il y a des effets du changement climatique sur les populations d'animaux que tu as montré? Ou ils sont tellement loin de la civilisation qu'ils ne sont pas touchés par les changements climatiques? Ok, vous m'entendez là? Ouais, ok. Oui, il y a des changements qui sont même très marqués sur certaines populations, y compris même chez les populations qui sont les plus éloignées, comme celle par exemple des manchots empereurs en Antarctique, où on a vu par exemple que dans les années 70, on avait quelque chose comme 70% de la population qui avait diminué. Ça relié avec des... Alors, c'était dans les années 70, donc on avait justement, les données satellites étaient encore pas très développées, mais on avait quand même quelques indices pour nous dire qu'on a eu un changement au niveau de la glace et au niveau du coup lié au vent, et un changement aussi du coup de l'air qui arrivait, enfin des changements de masse d'air qui apportaient de l'air plus chaud, qui faisait fondre la glace, et probablement aussi un changement des écosystèmes qui étaient associés. Plus récemment, on a vu aussi, il y a à peu près 1 an ou 2 ans, je sais plus, ça fait 2 ans, que la population de creusets, des manchots royaux de creusets, a diminué de 80% depuis une dizaine d'années. Et là, on n'a pas d'explication. On ne sait absolument pas pourquoi. Donc, il y a eu des missions qui ont été faites l'année dernière, justement, pour essayer de comprendre ça. À la fois des balises qui ont été posées sur les oiseaux pour essayer de comprendre où ils vont se nourrir et si ces endroits ont pu être modifiés dans les dernières années. Et puis essayer de comprendre aussi s'il n'y a pas eu des effets internes dans les colonies, comme l'apparition de virus ou des rats qui auraient pu manger les jeunes et puis qui auraient pu faire des carnages dans les colonies. Bon, il y a plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse des changements climatiques et des modifications dans l'environnement sont des hypothèses qui sont retenues une bonne partie du temps et qui jouent sur les populations animales là-bas. Oui. Merci. Et pour Jacqueline, peut-être j'étais curieux de savoir à un niveau de changement climatique, si avec SMOS on commence à voir un tout petit peu de signal qu'on peut interpréter comme une tendance de changement climatique. Et sinon, une question un peu plus technique, quelle est la profondeur jusqu'à laquelle on arrive à observer la salinité avec le satellite? Oui, alors, concernant le changement climatique, l'effet du changement climatique sur la salinité de surface est quand même assez faible. On l'observe très bien avec des mesures in situ maintenant, avec 50 ans de mesures in situ. En fait, on voit bien le renforcement de l'évaporation dans les zones évaporatives et le renforcement des précipitations dans les zones où il pleut. Hein, en fait, c'est un renforcement du cycle de l'eau.
Donc ça, on le voit bien sur les mesures in situ. Sur les mesures satellitaires, on a plus de mal parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, en fait. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est la signature d'événements interannuels comme El Niño, par exemple, qui entraîne un déplacement des précipitations sur l'océan. Donc ça, on le voit très bien. On a des petits El Niño aussi sur l'océan Indien que l'on voit très bien, qui ont une fréquence de 4, 5 ans, ça dépend. Et ça, on le voit très bien. Ce que l'on voit bien aussi, qui est en lien avec le changement climatique, c'est l'extension des glaces. Alors, bon, ce n'est pas fait, il n'a pas été fait initialement pour mesurer la glace, mais il se trouve qu'il mesure très bien des glaces très très fines. Et on voit un recul de la glace en Arctique. Hein, on n'est pas les seuls à voir ce recul de la glace, mais du coup, avec SMOS, on est aussi capable de mesurer les gros fronts de salinité en Arctique. Et il y a de très gros contrastes de salinité en Arctique et de très gros panaches de fleuves qui viennent de Russie notamment. Et ça, on les voit très bien et c'est très intéressant parce que ce sont des zones très faiblement observées. Pour répondre à la deuxième question sur l'épaisseur sur laquelle on mesure la salinité sur le premier centimètre de la surface. Et c'est une épaisseur quand même bien sûr assez fine et on a montré que dans les cas où il pleut énormément, juste après une pluie, on voit des dessalures plus importantes que si on mesurait la salinité à 1 mètre de profondeur typiquement. Mais cette différence entre le premier centimètre et le premier mètre, on l'observe pendant quelques heures uniquement après les grosses pluies et très rapidement l'océan se mélange en réalité. L'océan est vraiment toujours en mouvement et il se mélange très rapidement. Donc on peut dire que les valeurs de salinité qu'on voit là à l'écran sont représentatives pas de quelques mètres typiquement, entre quelques dizaines de mètres, peut-être au tropique, ou plusieurs, presque un peu plus aux autres latitudes. Oui, ça dépend des régions. Dans les panaches de fleuves, je pense que c'est assez bien représentatif du premier mètre. Et dans les panaches de fleuves, on voit toujours une très grande stratification entre le premier mètre de la surface et 10 mètres sous la surface. Très souvent, on voit des fortes stratifications. Mais en surface, entre le premier centimètre et le premier mètre, ça se mélange quand même assez rapidement en moyenne. On a encore une question sur la salinité. Est-ce qu'on peut observer que la couche d'eau possédée de l'océan Arctique à cause du déclassement se déplace vers l'océan Atlantique? Ce qu'on voit très bien, c'est des déplacements de panaches de fleuves qui changent en fait. On voit une circulation qui change en relation avec les courants locaux qui peuvent être en lien avec le vent d'ailleurs, qui peut générer des courants, on dit des courants d'Ekman. Et ça, on le voit très bien. Pour l'eau dessalée qui se déplacerait vers l'Atlantique, pour l'instant, ce que l'on voit bien, ce sont des signatures très marquées des fronts qui sont en lien avec la bathymétrie. Donc ça, c'est assez étonnant en fait, parce que bon, même si on a une bathymétrie à 2000 mètres de l'eau, elle a une signature encore en surface. Et on s'est rendu compte qu'on avait des circulations d'eau qui étaient très contrôlées par ces fonds. Par contre, pour l'eau dessalée qui redescend en Atlantique, là, je ne peux pas répondre. On reste sur la salinité, mais cette fois pour Cédric Côté.
j'ai rebondi sur un commentaire que faisait Jacqueline sur la saveur de l'eau de mer, qu'effectivement on peut des fois goûter quand on est à la mer. Est-ce qu'on peut imaginer que les animaux utilisent des contrastes en salinité pour leur voyage, qu'ils ont aussi le goût qui arrive à faire des distinctions de quelques petites différences pour s'orienter? Oui, probablement. C'est des choses qui ont été regardées chez les tortues en particulier, où l'orientation est vraiment une grande question. L'orientation des animaux, comment ils font pour naviguer, pour trouver leur zone d'alimentation, pour suivre, entre guillemets, ou aller dans certains courants, dans certaines zones. Et il y a certainement plusieurs paramètres que les animaux utilisent. Le magnétisme, par exemple, plusieurs paramètres. Les oiseaux, par exemple, évidemment, vont utiliser la vue, mais les panaches, comme a montré Jacqueline, les panaches d'eau salée ou d'eau dessalée sont certainement quelque chose qu'ils arrivent à ressentir pour retracer certaines masses d'eau. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est certainement une combinaison, mais ça doit faire partie de cette combinaison. Et si on reste toujours sur les animaux, la salinité cette fois mesurée par les capteurs. Une question sur comment les balises sont installées sur les animaux et quel est l'effet sur le comportement des animaux, si les animaux ont besoin d'une période pour s'adapter. Combien de temps la balise reste pour toute la vie de l'animal? Non, pas toute la vie. C'est certain que c'est pas toute la vie. Et ça peut durer de quelques heures à quelques mois. Souvent, c'est un peu, ça dépend ce qu'on va regarder, ça dépend l'intrusivité qu'il peut y avoir au niveau de ces balises, parce que on n'annule jamais l'effet d'une balise. Il y a toujours un effet qu'on essaye de minimiser au maximum, et que l'animal peut bien sûr compenser en allant en mer, en se nourrissant, et c'est pas, la balise normalement ne met pas en jeu sa survie en particulier. Ça, c'est des choses qui ont été regardées au niveau des éléphants de mer, où on a regardé justement le taux de survie, d'alimentation, de succès d'alimentation, le poids au départ et à l'arrivée, avec balise, sans balise, et on n'a pas vu de différence en fait entre ces animaux. Et pour les éléphants de mer, par exemple, alors certaines balises restent peu de temps. Par exemple, c'est des ventouses qu'on va poser sur les baleines, sur les cétacés, et qui vont rester quelques heures, le temps d'enregistrer leur comportement et de se détacher très rapidement. Et sur les éléphants de mer, ça peut durer beaucoup plus longtemps, et on colle la balise au niveau du poil des éléphants de mer, et soit cette balise tombe à la mue suivante, puisqu'ils vont muer chaque année, donc elle tombe de toute façon à la mue suivante, mais l'idéal c'est d'enregistrer le retour de l'animal à la colonie, et à ce moment-là de récupérer la balise en coupant vraiment le poil, en faisant, bon, bah, vous voyez ce que ça peut donner, en rasant vraiment le poil au ras de la balise pour essayer de le récupérer, et du coup l'animal est complètement libre après de son comportement. Donc Cédric, toi, été à Kerguelen pour plein de fois, et j'ai été des balises. Ça peut donner. Non, mais c'est vrai que j'y suis allé plusieurs fois. Une fois à terre pour faire une campagne de pose de balises sur plusieurs animaux, les éléphants de mer, les otaries, et puis des oiseaux aussi, oiseaux volants comme les cormorans et les albatros, et puis les manchots. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à pas mal de poses de balises, et à chaque fois c'est une expérience unique, puisque chaque animal vraiment a son comportement, et à l'intérieur même d'une même espèce et d'une même colonie, on peut voir des comportements très 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 différents chez les animaux, certains qui vont complètement
se laisser faire et ça va être du gâteau. Et alors que certains autres vont pas du tout aimer la manip, et donc on essaye de faire ça rapidement pour les stresser les moins possible. Et je ne sais pas si quelqu'un dans le public veut partir pour Kerguelen. Est-ce qu'il faut être chercheur au muséum pour poser des balises? Quel est le... Non, faut. Alors, disons qu'il y a deux profils sur les îles. Il y a soit travailler sur les bases en étant soit militaire, ou alors de travailler en étant cuisinier, chaudronnier, ou ce genre de choses-là, ou alors être scientifique. Et dans ce cas-là, on y va dans le cadre d'une thèse, de son projet de recherche quand on est chercheur. Voilà, c'est un peu les profils qui sont qui vont dans ces endroits-là. Combien de temps ça dure donc Alors déjà, il faut y aller en bateau. Donc il faut prendre le bateau, le Marin Dufresne qui part de la Réunion. Donc il faut quelques jours pour déjà aller à Crozet ou Kerguelen, quelques jours pour rentrer, faire le temps de la manip qui dure souvent, souvent c'est 3-4 semaines, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis après, il y a des gens qui restent carrément là-bas pour plusieurs mois quand il y a vraiment beaucoup de travail à faire, ou alors des hivernages. Donc il y a des gens qui partent là-bas pour un an complet, et qui passent l'hiver là-bas, et qui passent notamment un hiver long sans voir le bateau et de nouvelles têtes pendant quelques mois. Mais c'est super de voir l'évolution saisonnière, de voir les colonies vivre au gré des saisons, et de voir le comportement des animaux. un peu la même question, mais à niveau du cycle de vie des satellites pour Jacqueline. Donc, il ne s'agit pas des animaux sur lesquels on pose des instruments, mais quand même, il y a un satellite qu'il faut construire et après équiper des instruments et après le lancer. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce cycle de vie? Tu disais que c'est 10 ans que le satellite est dans l'air. Il semble que tu le dis comme pour dire on est satisfait parce que c'est beaucoup. Donc, combien de temps ça prend la préparation? Combien de temps c'est la vie typique d'un satellite scientifique? Oui, en fait, dans le cas de la salinité, c'est une histoire très très longue, hein, parce que on a pensé mesurer la salinité depuis l'espace dans les années 70. En fait, dans les années 70, il y avait beaucoup de réflexions sur comment mesurer différents paramètres en utilisant des radiomètres micro-ondes. Hein, donc un radiomètre micro-ondes, c'est un espèce d'appareil photo qui fait une mesure dans une longueur d'onde qui est proche des longueurs d'onde qu'on utilise pour les téléphones portables. Et donc, il y a un satellite qui s'appelait CISAT, qui était lancé en 78, qui mesurait la vitesse à la surface de la mer, la température de surface. Mais pour la salinité, c'était difficile et c'était délicat parce qu'il fallait fonctionner à une grande longueur d'onde, à une fréquence très basse. Et pour réussir à avoir une résolution au sol acceptable, intéressante pour des études océanographiques, il fallait avoir une très très grande antenne et la technologie n'était pas prête. Donc, c'était une idée. Il y a des chercheurs qui ont travaillé dans les années 70 là-dessus, les années 80, et puis c'est tombé dans l'oubli parce qu'on ne savait pas faire technologiquement. Bon, mais il y a quand même des gens qui ont continué à travailler un petit peu là-dessus. Moi, j'étais très jeune, hein, j'étais au lycée dans ces années-là. Et puis, à la fin des années 90, en fait, il y a eu un regain d'intérêt parce qu'il s'est avéré qu'il y avait des techniques qui permettaient de faire un nouveau type d'antenne qui permettait de travailler à cette fréquence-là. Et dans ces années-là, moi, je travaillais sur les échanges air-mer, les flux air-mer de CO2. Et puis, je voyais bien que la salinité avait un gros intérêt. Je travaillais aussi à partir de données satellitaires. Et là, il y a un consortium français qui s'est monté là et qui
est venu me chercher et qui m'a dit « Jacqueline, ça t'intéresse ?» J'ai dit « C'est super, si on peut mesurer la salinité par satellite, c'est génial. » Mais c'était en 99, hein, en 1999. Et donc là, on a soumis une proposition, d'abord en 98, il y avait eu une proposition soumise au CNES, ensuite en 99 soumise à l'ESA, et là, l'Agence spatiale européenne a accepté la proposition pour faire un satellite exploratoire. Et à partir de 99, on a travaillé sur le projet du satellite pour démontrer que c'était intéressant scientifiquement, pour démontrer que c'était faisable, pour mettre au point les contraintes techniques, travailler avec des industriels pour la fabrication du satellite. Et tout ça, ça a abouti à un satellite qui était prêt fin des années 2000. Alors, le serpent de mer, hein, c'est toujours de savoir quand le satellite va être lancé, parce que, bon, on prévoyait un lancement au départ dans les années 2005, 2006, quelque chose comme ça, et puis c'est toujours reporté parce que, bon, d'abord, on n'est jamais tout à fait prêt de notre côté, et puis ensuite, après, il faut attendre que le lanceur soit prêt. En général, on a un créneau de lancement qui n'est pas très long, qui dépend de la météo, qui dépend de l'orientation de la Terre par rapport aux planètes. Et en plus, ça a été lancé sur une fusée russe. C'était très compliqué d'aller sur la base de lancement russe. Il fallait traverser une grande zone englacée qui était parfois peu praticable. Donc tout ça, c'était très compliqué. Moi, à un moment donné, je ne croyais plus qu'il allait être lancé. Puis un beau jour, il est lancé. Et puis alors là, il faut se dépêcher parce que là, les données arrivent vite. Il faut se dépêcher pour les traiter. Et initialement, le satellite était lancé pour 3 ans. Donc il devait fonctionner 3 ans. On avait 6 mois pour démontrer qu'on avait des données utilisables. Donc au bout de 6 mois, on devait rendre vraiment des comptes, quoi. Et puis, bon, au bout de 3 ans, on pensait qu'il mourrait. On pensait même qu'au bout de peut-être moins de 3 ans, il s'arrêterait de fonctionner. Mais en fait, une fois dans l'espace, il fonctionne bien. Le lancement s'est bien passé aussi parce que on dépense énormément d'énergie lors du lancement du satellite, et s'il n'est pas mis en orbite correctement tout de suite, on peut dépenser pas mal d'énergie pour le déplacer sur son orbite. Mais il a été très bien placé en orbite, et puis il continue à tourner, il continue à nous faire des mesures, et voilà, et c'est une expérience extraordinaire. La fin de vie d'un satellite est aussi un moment particulier. Il y a des satellites qui meurent simplement parce qu'ils arrêtent de fonctionner d'un jour à l'autre. On ne peut pas aller là-haut pour les récupérer. Mais il y a des autres missions qui sont terminées. Et il y a une politique, par exemple, pour laquelle la France adhère, de faire entrer les satellites d'une façon particulière pour le détruire et ne pas laisser des épaves en orbite. Est-ce que pour SMOS, il y a aussi une partie de... Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une partie de l'énergie qui est conservée pour ça. C'est-à-dire qu'on garde une partie d'énergie pour pouvoir le faire redescendre et le faire exploser. Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs sources de dysfonctionnement, hein. Par exemple, bon, j'ai parlé très légèrement du satellite Aquarius lancé par les Américains en 2011, qui s'est arrêté de fonctionner en 2015. En fait, il s'agit d'un composant électronique qui n'a plus fonctionné. Et c'est toute la plateforme, en fait, c'est pas l'instrument Aquarius lui-même. Aquarius était sur une grosse plateforme, il y avait plusieurs instruments. Dans le cas de SMOS, SMOS a sa plateforme, mais il est tout seul sur la plateforme. Aquarius faisait partie d'une grosse plateforme avec plein d'instruments, et en fait, c'est un bus de la plateforme qui s'est arrêté de fonctionner. Donc, ils ont perdu le contrôle de la plateforme. Et là, on peut pas. Mais effectivement, il y a plusieurs cas de configuration parce qu'il peut s'agir d'un instrument qui ne fonctionne plus. Mais l'instrument est sur une plateforme et on sait régulièrement où elle est. Et par contre, ça peut être aussi le contraire. Enfin, ça peut être la plateforme. Et là, si on perd la plateforme, c'est plus embêtant.
Un aspect qu'on discute pas trop souvent. Quel est le coût donc pour avoir les images que nous avons vues ce soir, par exemple, quel est le coût de SMOS ou le coût des balises qu'on utilise pour équiper les animaux? J'imagine qu'il y a une différence de prix entre les deux. Oui, alors le coût de SMOS, c'était 210 millions d'euros. Ok. Et après, il y a aussi le coût de l'exploitation, qui est de l'exploitation du satellite, le salaire des gens qui le maintiennent en orbite, qui est à peu près du même ordre. Ok. Pour les balises, pour les balises, ça, ouais, c'est moins cher, c'est sûr. On va pas parler en millions d'euros, hein. Heureusement, parce que sinon, ça ferait cher la balise et on n'en mettrait pas beaucoup. Mais non, en fait, les balises, faut imaginer que des fois, c'est la même technologie que celle qui est le géolocalisateur qu'il y a dans le téléphone, hein. Donc, c'est des choses maintenant, surtout maintenant que la technologie a fait un bond incroyable. La balise en elle-même, elle n'est pas chère. Ça dépend. Alors, elle n'est pas chère, la balise de base. Disons le géolocalisateur. Ce qui va être plus cher, c'est si on fait une grosse balise avec un capteur océanographique, un capteur de salinité, un fluorimètre. Enfin voilà, tous les capteurs qui vont être rajoutés possiblement dans la balise. Ça, par contre, ça va coûter parce que c'est des instruments qui sont plus précis, qu'il faut calibrer en plus, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va coûter. Mais après, globalement, ce qui va coûter un peu cher aussi, c'est la transmission des données en temps réel. Là, il y a un coût, bien sûr, sur cette transmission satellite. Mais sinon, si on met, par exemple, un GPS tout simple avec une récupération de la balise et une récupération des données, voilà, c'est vraiment très peu, c'est pas cher du tout. On parle quand même de plusieurs milliers d'euros. Pour les balises éléphants de mer, oui, parce que justement, il y a tous ces capteurs. Mais pour une balise toute simple, non, ça va être quelques centaines d'euros à peine, quoi. Ok. Après, il y a toute la logistique pour... Ah bah bien sûr, d'aller à Kerguelen. Oui, je rappelle que bateau, le coût typique d'un bateau océanographique par jour est de l'ordre de 50 000 euros. Donc, pour aller à Kerguelen, il faut combien, une dizaine de jours, 15 jours. Il faut un peu de temps. Et bon, après, c'est des opérations. Disons qu'on agrège beaucoup d'opérations sur un fonctionnement de bateau, mais oui, c'est vrai que si on prend ça en compte, ça coûte. Du coup, ça augmente l'enveloppe, on va dire. Bien, c'est presque 9 heures. Est-ce qu'il y a quelques questions ou simplement quelques commentaires? Sinon, je vois sur la liste des questions, mais je pense qu'on a plus ou moins touché les arguments qui ont été évoqués. Ok, donc moi je dirais que on peut remercier tout le monde. Merci beaucoup d'être venu virtuellement à cette séance de la fête de la science. Merci à Jacqueline Botan et Cédric Côté, chercheurs au l'Océan IPSL, à Marie Pinas et Isabelle Genot de la communication qui ont organisé cet événement. Et bonne continuation pour la soirée et la fête de la science. Au revoir à tout le monde. Merci à toi, Francesco. Au revoir.